Plaisir de commencer avec vous cette plénière du samedi sur les nouveautés thérapeutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson qui sera présentée par notre grand professeur Abdelhamid Ben Azouz. C'est un grand chercheur marocain en France, à Bordeaux. C'est une fierté pour le Maroc et pour sa ville natale, Qasr El-Kebir. C'est un directeur de la recherche à l'Institut NSRM, l'Institut des maladies neurovégétatives. Il a été le premier à développer la stimulation cérébrale profonde des noyaux sous-thalamiques comme thérapie de la maladie de Parkinson. Il est lauréat de plusieurs prix prestigieux et de publications scientifiques internationales de haut niveau. À vous la parole, professeur Azouz. Merci beaucoup, c'est Abdelhamid Bennouna. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour l'invitation et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, il m'a donné la charge de vous parler de la maladie de Parkinson. Donc, je vais faire un petit aperçu sur la maladie elle-même. Après, je vous parlerai des traitements médicamenteux pour finir avec la chirurgie du Parkinson que nous avons développée en France et qui est utilisée actuellement dans le monde entier, y compris au Maroc, dans tous les CHU du Maroc. Donc, la maladie de Parkinson, c'est une pathologie neurologique chronique très handicapante qui a été décrite pour la première fois par James Parkinson en 1817. Déjà à ce moment-là, il a décrit tous les symptômes en fait dont les patients souffrent, que ce soit des symptômes moteurs ou les symptômes non moteurs. Donc ça, c'était vraiment la première avancée dans la maladie de Parkinson, tashkhis al-marad. Et juste après, donc, il y a eu la description détaillée de tous les symptômes, y compris les symptômes prodromaux, qu'on appelle prodromaux, qui démarrent avant les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Il y a une complexité en fait symptomatique chez les Parkinsoniens, parce que d'abord ça commence par des symptômes non moteurs, comme l'hyposmie, donc il y a la perte en fait de l'odorat, il y a une perturbation complète du sommeil, la dépression, et ainsi qu'une constipation. Donc ça, c'est vraiment les premiers signes qui apparaissent. Mais malheureusement, à ce moment-là, on ne peut pas dire avec ces symptômes que ce malade-là va évoluer vers une maladie de Parkinson. C'est quand on détecte les symptômes moteurs qu'on se rappelle que ce patient-là avait commencé par les symptômes non moteurs, ces 4 que j'ai décrits. Après, il y a un stade précoce, et là, on commence à douter que c'est une maladie de Parkinson, donc qui se caractérise par la fatigue, la douleur ainsi que la diplopie. Et ensuite, il y a un stade modéré qui va accompagner les symptômes moteurs avec une anxiété, une hypophonie, une dysphagie ainsi qu'une fragmentation de la sommeil. Tous les patients parkinsoniens non traités convenablement vont avoir des troubles de sommeil très très importants. Et ensuite, dans les stades avancés, malheureusement, il y a une partie des patients qui va développer une démence, des déficits cognitifs importants, des hallucinations, ainsi qu'une hypotension orthostatique. Alors ça, c'est tout ce qui est non moteur qui va accompagner la maladie pendant son évolution. En ce qui concerne les symptômes moteurs, on a les 4 très importants qui sont la kinésie, donc la difficulté de réaliser et d'initier un mouvement. On a la rigidité, donc ces contractions musculaires très douloureuses qui vont être très très perturbants dans la vie des malades. On a ces tremblements de repos. Ce ne sont pas des tremblements d'action ou essentiels, c'est vraiment quand le malade est au repos qu'il va présenter ces tremblements. Et des troubles de la posture. Avec cette évolution de plusieurs stades, on a 5 stades majeurs. Il y a le stade précoce où il y a une asymétrie. Pratiquement tous les patients parkinsoniens vont commencer les symptômes de façon unilatérale, un seul côté qui va être affecté, mais dans les 6 mois ou 1 an maximum qui suit, le patient va développer un Parkinson bilatéral. Mais le début, il est pratiquement tout le temps unilatéral. Et donc, vous voyez cette posture fléchie. Après le déséquilibre, le patient commence à avoir besoin d'une personne tierce pour l'accompagner, pour atteindre ce stade d'handicap majeur sur un fauteuil roulant. Donc, c'est une maladie quand même complexe et il y a eu énormément de recherches
pour essayer de comprendre la physiopathologie et proposer des traitements. Alors d'abord des traitements médicamenteux. Donc la première découverte importante pour proposer des traitements médicamenteux, ça a été la découverte de Tretiakov. Tretiakov, c'est le premier chercheur qui a montré que dans le cerveau des malades, il y a une perturbation du système dopaminergique. Je suis désolé, sur mon écran apparaissent des choses bizarres. Donc je reviens. Donc Tretiakov, c'est le premier qui a découvert que c'est le locus niger, donc cette structure dopaminergique située au niveau du mésencéphale, ici, qui va dégénérer chez les patients parkinsoniens. Et c'est une structure très importante qui va projeter vers le striatum et là où elle va libérer la dopamine. Donc vous savez que la dopamine est très importante dans la vie des individus, en particulier pour le contrôle de la motricité fine. Donc ça joue un rôle très important dans le contrôle moteur. Donc chez les Parkinsoniens, malheureusement, il y a une évolution de la dégénérescence des neurones dopaminergiques avec une baisse de la concentration de dopamine au niveau du striatum. Alors ça se fait de façon progressive. C'est pour ça qu'on a une évolution d'aggravation des symptômes, tout simplement parce qu'il y a cette évolution de la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Donc, et les patients ne montrent en fait les symptômes moteurs que quand on a plus de 60% de la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Avant les 60%, on a un processus de compensation par les neurones survivants et c'est pour ça qu'il y a ce retard dans la manifestation des symptômes moteurs. Et une fois les symptômes moteurs démarrent, il va y avoir une dégradation très rapide. Donc, étant donné que la dopamine manque dans le cerveau, il y a Arvid Carlsson qui a eu le prix Nobel en 2000 grâce à ses travaux sur la dopamine. Il a proposé de remplacer tout simplement la dopamine dans le cerveau. Donc, la dopamine ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, donc il fallait trouver un substitut, et c'était donc la L-dopa, donc la levodopa, qui est le précurseur de la dopamine. Une fois elle va rentrer dans le cerveau, elle va se convertir en dopamine pour jouer son rôle sur les récepteurs dopaminergiques au niveau du striatum. Donc sa découverte était réalisée sur un modèle animal chez le lapin, chez qui il injectait la réserpine, et vous voyez en haut les lapins après l'injection de la réserpine qui va dépléter les systèmes monoaminergiques, ils vont être complètement akinétiques. Quand il leur donnait la L-dopa, ils se mettaient à courir tout à fait normalement. Donc la découverte de la L-dopa était faite dans ces conditions-là. Et du coup, il a proposé donc la L-dopa aux patients. C'est ce qu'on appelle en France le modopar, et ici vous l'appelez le madopar. Alors, ça améliore de façon spectaculaire tous les symptômes moteurs, la kinésie, la rigidité, le tremblement de repos, ainsi que les troubles de la posture. Ça, c'est vraiment les symptômes cardinaux de la maladie, et certains symptômes non moteurs aussi. Par contre, cette efficacité a une durée très limitée de 4 à 6 ans maximum. Et après, on a ces fluctuations de l'amélioration en fait des symptômes avec ces mouvements anormaux involontaires qu'on appelle les dyskinésies et qui sont horribles pour les patients. Il y a beaucoup de patients qui préfèrent arrêter le traitement à la L-dopa pour éviter ces dyskinésies. Je vais vous montrer par la suite quelques diapositives pour que vous voyez en fait la vie d'un patient en off, en on avec médicaments et par la suite. Donc il fallait en fait trouver d'autres solutions et d'autres chercheurs ont proposé de remplacer la L-dopa par les agonistes dopaminergiques. Alors les agonistes, ils ne vont pas se convertir en dopamine, ils vont juste reconnaître le site ou les sites sur lesquels va se fixer la dopamine, ce qu'on appelle les récepteurs dopaminergiques. Il y a deux grandes familles, la famille D1 et la famille D2. Donc ces agonistes dopaminergiques, une fois pénètrent dans le cerveau, ils vont se fixer sur les récepteurs dopaminergiques pour jouer le rôle de la dopamine. Ça marche très très bien au début de la maladie aussi, mais par contre, il y a beaucoup d'effets secondaires. Alors, je vous ai listé ceux qui existent ici au Maroc. Donc, il y a le Rékip, il y a le Cifrol, le Trivastal, ainsi que l'apomorphine. Alors, les trois premiers, maintenant, on ne démarre plus avec la L-dopa, avec le madopar, le traitement de la maladie. On commence par ces agonistes dopaminergiques. Donc, ça dépend des patients. Il y en a qui supportent l'un ou l'autre. Donc, il faut faire des tests pour être sûr duquel qui va être efficace sans effet secondaire majeur. Et donc l'utilisation en premier lieu, donc on va utiliser
de façon préférée ces agonistes dopaminergiques et ceci va nous permettre de retarder l'utilisation de la L-Dopa ainsi que le retard aussi des mouvements anormaux qui sont les dyskinésies. L'apomorphine, c'est un agoniste mix des récepteurs dopaminergiques D1 et D2. On le donne que quand le patient présente des blocages très très sévères qui ne répondent pas aux autres agonistes dopaminergiques. Donc l'apomorphine, c'est vraiment le dernier recours quand le patient est très très handicapé et ne répond pas aux autres traitements. Le problème de ces agonistes dopaminergiques, c'est qu'ils peuvent induire des addictions ainsi que un trouble en fait impulsif et compulsif, des jeux pathologiques, la boulimie, l'hypersexualité, elle est très fréquente chez les patients traités par les agonistes dopaminergiques, en particulier les jeunes. Et on peut avoir aussi, surtout chez la femme, on a ce problème d'achat compulsif. Donc ces agonistes dopaminergiques peuvent entraîner ces effets secondaires qui sont majeurs et très handicapants pour les patients. Donc ces troubles peuvent affecter jusqu'à 40% des patients parkinsoniens. Donc devant ces difficultés, il y a eu des recherches en fait pour essayer d'améliorer la qualité de vie des patients en comprenant bien sûr la physiopathologie pour proposer d'autres thérapies pour la maladie de Parkinson. Et pour ceci, pour comprendre la physiopathologie, il fallait aller faire des enregistrements au niveau de différentes structures cérébrales, faire de l'anatomie, etc. pour trouver en fait quelle est la conséquence au niveau du cerveau de la lésion ou de la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Et c'est là où on a fait recours en fait aux modèles animaux. Donc il y a 3 modèles animaux majeurs utilisés pour comprendre en fait la maladie de Parkinson. On a la souris, le rat et le singe. Le singe, c'est ce qu'on appelle le gold standard de la recherche sur le Parkinson parce qu'on a exactement la même répartition anatomique avec les connexions et les networks au niveau du cerveau qui ressemblent parfaitement à l'homme, et il développe en fait la maladie de Parkinson par une injection d'une toxine qu'on appelle le MPTP. Le MPTP, si on l'injecte chez les singes, ils deviennent parfaitement parkinsoniens. Mais vraiment des vrais parkinsoniens. Les symptômes qu'ils développent ressemblent à la maladie idiopathique de la maladie de Parkinson. Donc ces animaux-là ont servi vraiment à comprendre ce qui se passe au niveau de la circuiterie impliqués dans le contrôle de la motricité, avec, vous avez tous étudié les ganglions de la base qui sont là, avec des interconnexions, on a le cortex ici, donc il y a un network au niveau neuronal qui va fonctionner de façon normale quand on n'a pas de dégénérescence. Et bien, avec la maladie de Parkinson, on a une perturbation totale de ces networks et de ces réseaux neuronaux, et du coup, il y a une anarchie qui se crée au niveau de l'activité cérébrale dans différentes structures, en particulier dans les ganglions de la base. Alors, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'électrophysiologistes ont mis des électrodes dans le cerveau de singe, normal d'abord, et après ils induisent la maladie, ils regardent qu'est-ce qui se passe dans ces différentes structures. Et on a trouvé que dans un individu, ou chez un singe normal, les activités cérébrales au niveau des ganglions de la base, que ce soit le globus pallidus, le noyau sous-thalamique ou la substantia nigra reticulata, on a une activité tonique, là c'est des potentiels d'action qui déchargent avec une fréquence pas très très élevée, mais par contre avec une régularité parfaite. Les intervalles entre les potentiels d'action sont constants et stables. Donc que ça soit dans le globus pallidus externe, dans le noyau sous-thalamique ou dans les structures de sortie des ganglions de la base. Par contre, quand on induit la maladie de Parkinson chez le singe et on va faire des enregistrements dans les mêmes structures, toutes ces activités toniques normales vont se transformer en activités en bouffées de décharge. Donc c'est des rassemblements de potentiel d'action avec des pauses. Et ça, c'est une activité vraiment anormale, pathologique. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant la bouffée de décharge est la signature physiopathologique de la maladie de Parkinson. Donc, étant donné qu'on ne peut pas réverser la dégénérescence des neurones, puisqu'un neurone qui meurt, il ne sera jamais remplacé, on a trouvé en fait la conséquence de cette dégénérescence qui se traduit par ces bouffées de décharge qui sont vraiment la signature pathologique de la maladie. Donc, on a trouvé ça chez le rat. Chez le singe, et on a eu la chance pendant les chirurgies d'aussi enregistrer l'activité des neurones au niveau du cerveau, on trouve exactement la même chose, ces bouffées de décharge typiques de la maladie de Parkinson, avec des oscillations et des synchronisations entre le tremblement
et l'activité embouffée dans le noyau sous-thalamique. Donc le noyau sous-thalamique a été identifié dans les années 90 par notre équipe et par d'autres équipes aussi aux États-Unis à Atlanta, que ce noyau-là peut être une cible thérapeutique chirurgicale pour la maladie de Parkinson. Et le premier travail que nous avons réalisé dans le monde, c'est ce travail chez le singe que j'ai fait pendant ma thèse pour induire la maladie de Parkinson chez les singes et implanter des électrodes pour essayer de régulariser cette activité anormale au niveau du noyau sous-thalamique. Donc c'est comme le pacemaker cardiaque. Il y a un rythme qui n'est pas normal, ben on essaie de régulariser ce rythme par des stimulations électriques en mettant une électrode dans le cœur avec un pacemaker qui envoie des impulsions électriques. On a fait exactement la même chose. On a implanté des électrodes dans le cerveau de singe et on a mis un pacemaker qui envoie des décharges électriques. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le tremblement s'arrête. Donc là, en jaune, chaque pic correspond à un tremblement. Vous voyez ici un tremblement. Dès qu'on commence la stimulation électrique, on va complètement abolir le tremblement. Le singe devient normal. Et quand on arrête la stimulation, ben le tremblement revient. Donc on agit de façon réversible avec la stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique sur le tremblement. On a aussi évalué la rigidité. Comme c'est une contraction musculaire, nous avons enregistré l'EMG. Vous voyez ici, dans une situation normale, le niveau de base de l'EMG est très faible. Pour un membre qui est rigide avec une contraction musculaire, vous voyez qu'on a une augmentation de l'amplitude de l'EMG. Et quand on applique la stimulation, on normalise complètement le tonus musculaire, c'est-à-dire qu'on normalise la rigidité. On a fait aussi des évaluations pour les autres symptômes. On a trouvé qu'on améliorait de façon importante aussi la kinésie, ainsi que d'autres symptômes non moteurs. Et c'est pour ça qu'on a proposé cette chirurgie aux patients parkinsoniens. Donc c'est là où je suis parti de Bordeaux, où il y avait le travail qui a été fait chez le singe, à Grenoble avec le professeur Alim Louis Benabid, pour faire les premiers patients. Et c'était vraiment je dirais une aventure. Vous savez, quand on trouve des résultats importants chez les animaux, on ne sait pas si on va les retrouver chez les patients parkinsoniens. Et c'était un challenge où, alhamdoulilah, ça a super bien marché, ça a donné vraiment des résultats spectaculaires. Donc le principe de base est très simple. On a le noyau sous-thalamique qui est là en vert. On implante des électrodes dans chaque noyau sous-thalamique. On les connecte à un pacemaker avec un câble qui passe sous la peau. On fait un contrôle IRM pour être sûr qu'on est bien au niveau du noyau sous-thalamique avec une superposition des électrodes et on lance la stimulation avec des réglages chez les patients. Donc le noyau sous-thalamique, vous voyez que c'est une structure très profonde et toute petite. Donc pour réussir en fait l'implantation de façon très précise, ça, ce que je dis est très très important parce qu'il y a des équipes américaines qui ne le font plus et malheureusement les résultats ont baissé de niveau. Le pourcentage d'amélioration n'est plus comme avant. Nous, on continue à utiliser exactement toutes les possibilités ou toutes les approches qu'on a entre nos mains pour qu'on soit certain qu'on implante au niveau du noyau sous-thalamique et non pas à côté. Parce que si les électrodes sont à côté, on va induire plus d'effets secondaires que d'amélioration des symptômes. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et là, c'est un exemple pendant la chirurgie. Donc c'est une chirurgie qui se passe sous anesthésie locale, pas générale, parce qu'on a besoin en fait de contrôler les améliorations chez les patients et en même temps on fait des enregistrements électrophysiologiques pour détecter les bouffées de décharge que je vous ai montré tout à l'heure dans le noyau sous-thalamique. Donc voilà un exemple de chirurgie. Donc là, vous allez voir un patient qui tremble pendant la chirurgie, étant donné qu'il est réveillé, il n'est pas anesthésié de façon générale, et vous allez écouter les potentiels d'action de son cerveau, et en particulier ici dans le noyau sous-thalamique où on doit implanter les électrodes. Et vous allez entendre en fait ces bouffées de décharge qui vont être synchronisées avec le tremblement. Vous entendez la synchronisation ? Donc là, on a une cellule qui est synchronisée avec le tremblement. Et on va arrêter le tremblement. Quand on arrête le tremblement, les bouffées s'arrêtent. Mais pas tellement en bouffée. Et regarde, on a une activation avec le poignet. Regarde. On a des neurones qui répondent au mouvement. On voit bien qu'elle répond au poignet. Regarde.
flexion, flexion, flexion du poignet. Tu vois, elle est vraiment... en fait, ce qui déclenche la réponse cellulaire, c'est ça. Voilà. Elle est activée par ça. Donc après, quand tu lâches la main... Là, on va le laisser trembler. Vous allez entendre que les bouffées de décharge vont revenir. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est comme un GPS qui vous aide, quand vous roulez pour aller dans une ville ou à une adresse très très précise, vous mettez le GPS, il vous amène exactement là où vous voulez aller. Là, ce qu'on fait, l'électrophysiologie sert vraiment de GPS pour le cerveau, pour identifier l'endroit exact où il faut implanter les électrodes définitives. Donc pour moi, c'est une approche indispensable pour réussir cette chirurgie. Si on ne fait pas ça, on a le risque à ce que les électrodes ne soient pas bien placées. Et une fois on fait ça, on va envoyer des impulsions électriques pendant la chirurgie pour voir est-ce qu'on va arrêter le tremblement chez ce patient ou pas. Donc, on arrête les enregistrements, on a le patient qui tremble et on va envoyer les impulsions électriques au même endroit où on a entendu les bouffées de décharge. Et vous allez voir, dès qu'on va lancer la stimulation, il va y avoir un arrêt total, le voilà, du tremblement. On arrête totalement le tremblement. On va arrêter la stimulation électrique, vous allez voir, le tremblement va revenir. Top, on stimule, on arrête. Donc, à chaque fois qu'on va stimuler, on va arrêter. Donc là, on est sûr, de façon fonctionnelle, de l'endroit où il faut implanter l'électrode, d'abord par électrophysiologie avec ses bouffées de décharge, et ensuite avec ces tests de stimulation. Donc moi je me suis dit, ça marche très très bien chez les patients, je ne vais pas vous montrer de vidéos de patients français, parce que j'ai la fierté de montrer des Marocains qui sont traités par cette approche. Donc je me suis dit, ça marche très très bien chez les patients, pourquoi ne pas faire profiter le Maroc de cette chirurgie? Et j'ai trouvé un individu qui est venu à Bordeaux pour apprendre. En fait, c'est Abdelhakim Khdar, maintenant, actuellement, c'est lui le chef de service de neurochirurgie à Ibn Rushd à Casablanca, qui est venu apprendre, et on a fait le premier patient, c'est Amina que vous voyez sur cette photo. J'ai pris l'autorisation de montrer son visage, ainsi que pour les vidéos prochaines aussi. Et là, c'est l'équipe qui a fait la première chirurgie au Maroc le 10 septembre 2007. Alhamdulillah, ça a donné des résultats vraiment importants. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une approche qui marche bien, ben, tous les centres veulent faire la même chose. Donc on a après commencé à Rabat en 2009. Il y a 2 centres qui font la chirurgie, il y a la Vicenne et aussi à l'hôpital des spécialités. On a après ces fesses en 2011, Oujda en 2018, pardon. Et Tanger récemment, depuis 2004, septembre 2004, où on a fait déjà 4, je viens tous les mois pratiquement pour faire des patients, on a fait 4 actuellement à Tanger. Et là, c'est la première patiente tangéroise qui a eu cette chirurgie. Vous allez voir, elle est très très handicapée, elle a atteint le stade le plus avancé de la maladie de Parkinson. Impossible de se lever toute seule, un handicap total, avec des capacités intellectuelles qui n'ont pas été modifiées. Elle est parfaite sur le raisonnement, la mémoire, tout est parfait, sauf la motricité, elle est incapable de bouger. Donc quand on lui donnait le traitement dopaminergique, donc la L-Dopa, voilà, elle dansait comme pas possible. Là, c'est des mouvements modérés. Par respect, je ne vais pas montrer là où elle a des mouvements beaucoup plus exagérés que ça. Elle était très gênée par les dyskinésies, elle faisait des chutes. Et là, c'est 1 semaine après la chirurgie, quand on a mis le stimulateur en marche. En fait, elle nous dit qu'elle revit à nouveau parce qu'elle n'avait plus de vie. Et là, la neurologue passait dans le couloir et elle l'a vu marcher dans le couloir. Regardez comment elle balance ses bras. Oui. Et regardez, il y a les résidents qui sortent, elle va essayer même de dévier, chose qui est impossible à faire par un parkinsonien pour éviter en fait les autres. Alors, j'ai un deuxième patient le dernier qu'on a opéré aussi avec un handicap majeur,
à Tanger aussi. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 patients tangérois et une forme très très sévère aussi à Marrakech qu'on a opéré. Donc ces 2 patients, en fait, ils n'ont pas de tremblement parkinsonien, ils n'ont que la kinésie et la rigidité. Et c'est les formes les plus sévères dans la maladie de Parkinson. Donc lui, il a un tremblement, mais qui est plus ou moins faible par rapport à celui que je vais vous montrer à la fin. On lui demande de se mettre debout. Il a toujours des difficultés à se mettre debout. Au début, il a essayé, mais là, il a encore plus de difficultés. Et regardez comment il perd complètement la posture, est totalement anormale. Et après chirurgie... Zid. Alors lui, c'est quelqu'un qui... C'est un bon vivant et qui est ravi en fait d'avoir récupéré toute sa motricité. Quand les patients veulent tourner, les malades parkinsoniens ont beaucoup de difficultés à faire demi-tour. Ils le font à petits pas. Et tous les patients parkinsoniens qu'on opère, en fait, ils font demi-tour tout à fait normalement, et parfois de façon même, ils sont tellement contents de pouvoir le faire qu'ils le font de façon rapide. Et là, je vais vous montrer un patient jeune qu'on a opéré à Marrakech, qui a un tremblement exagéré et vraiment spectaculaire. Et c'est un patient très jeune qui a développé la maladie à 42 ans. Il a une forme génétique et cette approche marche très très bien aussi dans les formes génétiques. Et vous allez voir comment il souffrait de sa maladie. Et les traitements ne sont plus efficaces sur ces tremblements. Il n'y a plus de résultats malheureusement avec les médicaments. Donc c'est Dr Shra, le neurologue qui le suit à Marrakech. Lui, il est jeune, oui. Il a une forme LRK2, c'est une mutation qui est très fréquente au Maroc. Malheureusement, dans les pays du Maghreb ainsi qu'en Israël, chez les Juifs, comme les Marocains, les Tunisiens et les Algériens, on a une mutation qu'on appelle LRK2 qui est très fréquente, avec un taux de 25%. Dans le monde, c'est entre 3 et 5%. Donc il y a beaucoup de formes génétiques au Maroc et dans le Maghreb. Donc lui, il a un handicap vraiment majeur au niveau de ses tremblements. Et le voilà, je lui ai rendu service 6 mois après la chirurgie. Vous allez voir comment il est devenu. Avec des mouvements très précis, il est capable de vivre tout à fait normalement. Voilà. Donc je vois que j'ai fini mon temps, mais j'ai fini aussi ma présentation. Je veux juste faire une conclusion. Une conclusion, maintenant, en fait, avec l'expérience, on a maintenant 30 années d'expérience avec la stimulation cérébrale profonde. Il est utilisé dans le monde entier. Mais malheureusement, au Maroc, je veux attirer votre attention pour sensibiliser les patients à cette chirurgie. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de médecins qui disent que ça n'existe pas au Maroc. C'est faux. Ça existe dans tous les centres hospitalo-universitaires du Maroc. Il y a une vidéo qui circule actuellement sur YouTube d'un patient de Oujda qui s'est fait opérer en Turquie, qui fait la publicité au centre turc et la femme dit « ça n'existe pas au Maroc ». Donc je vous ai montré tous les centres qui font ça. C'est une stimulation qui marche très très bien sur les symptômes moteurs. Il faut juste que ça soit fait par une équipe qui est bien entraînée parce qu'on a des critères d'inclusion et des critères d'exclusion pour faire la chirurgie. Tous les patients parkinsoniens ne vont pas répondre de la même façon à cette chirurgie. D'où l'intérêt de faire une sélection drastique et importante. Ça traite toutes les formes idiopathiques, que ça soit génétique ou pas. Par contre, ça ne marche pas dans les syndromes parkinsoniens qui sont résistants à la L-Dopa. Et grâce à cette méthode, en fait, qui est réversible, actuellement, elle est utilisée pour d'autres pathologies, comme les troubles obsessionnels compulsifs, les dystonies, ainsi que les tremblements essentiels. Alors, pour finir, je tiens toujours à rendre hommage à mes équipes. Donc, la première, c'est pendant ma thèse avec mon directeur de thèse, Bernard Biulac, ainsi que Christian Gross. Là, c'est l'équipe grenobloise avec qui j'ai fait les premières chirurgies avec le professeur Alim Louis Ben Abid et Pierre Polac, qui est le neurologue. Et je finis par mon équipe actuelle à Bordeaux qui travaille de façon acharnée pour continuer à comprendre la physiopathologie de la maladie de Parkinson et proposer d'autres thérapies médicamenteuses si on y arrive. Et je tiens à vous remercier pour votre attention.